À l'origine de ce livre, il y a une réflexion et une énigme dont j'ai voulu croiser les fils, sans en éviter les nombreux paradoxes, pour montrer ce qu'a été le réalisme pictural en France, en Europe et aux États-Unis, du début du XIXe siècle jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. La réflexion, lapidaire mais lourde de sous-entendus, qui sert de sous-titre au livre, est de Baudelaire, l'immense poète qu'on sait et le critique d'art sans doute le plus ironique et le plus incisif de son temps. Il consigne ces quelques mots fatalistes dans un brouillon de 1855 et il n'en dit pas plus, puisque réalisme il y a. Cette formule, très ambiguë, est une façon de noter à la fois que le réalisme s'est imposé à son époque, il parle ici de celle de Courbet et de ses disciples, mais qu'il appartient à l'histoire de la peinture depuis ses origines, puisque la question de la mimésis, de l'imitation, est évidemment consubstantielle à l'art et à son pouvoir de représentation et de dédoublement du monde. Alors que faire de ce constat, puisque cette esthétique a été conquérante et d'une emprise croissante, comme on le sait, sur la peinture et sur la sculpture dans un grand XIXe siècle? C'est à cette question que le livre veut répondre en montrant comment le réalisme a permis de briser non seulement l'hégémonie du néoclassicisme, devenu l'esthétique dominante dans le champ académique des beaux-arts au XIXe siècle, mais aussi le romantisme et ses effusions lyriques, afin de leur substituer une curiosité directe pour le monde immédiat, jusque dans sa banalité et même sa trivialité, à l'heure de l'invention et de l'expansion de la photographie comme image technique qui a permis dans la même temporalité de reformuler le rapport au visible en voulant l'enregistrer. L'énigme, c'est Courbet. Courbet qui, après avoir bataillé pour s'imposer comme le chef de file d'un réalisme qui n'aurait pas existé avant lui, finira par récuser cette esthétique en déclarant qu'il s'agit d'une étiquette qu'on lui a collée contre son gré, parce qu'il refuse que son art soit réduit à une simple restitution du réel, et surtout parce qu'il aspire à ce qu'elle soit identifiée comme une interprétation susceptible d'offrir au spectateur de sa peinture de nouvelles clés de lecture du monde. En 8 chapitres et 300 illustrations, dont certaines sont des chefs-d'œuvre et d'autres des œuvres moins connues mais tout aussi signifiantes, le livre raconte et analyse donc l'histoire du réalisme qui naît en France dans les années 1830-1840, avec des artistes qui, sous l'influence de la peinture française et espagnole du XVIIe siècle, vont puiser leur sujet dans la vie et dans les coutumes des provinces françaises, par exemple en Bretagne avec les frères Leleu. Puis l'ouvrage s'intéresse aux peintres de la génération suivante, qui, à la faveur de la Révolution de 1848, vont élaborer un art social et politique. Ce sont là les tableaux auxquels on pense spontanément, ceux de Courbet, Genron, Daumier, Millet ou Rosa Bonheur, qui ont conçu leur peinture comme le théâtre d'une transgression délibérément voulue. Ils montrent, sans détour et souvent même avec une brutalité de forme, le monde qui les entoure en tirant des sujets ordinaires, le petit peuple des paysans, des blanchisseuses, des ouvriers, des mendiants. Enfin, à partir des années 1870-1880, c'est une société en pleine industrialisation et confrontée à un exode rural massif qui fournit des sujets aux artistes sur le travail agricole ou industriel, sur la vie domestique, les conflits sociaux, le monde urbain en général, comme en proposent les naturalistes Bastien Lepage, Rolle, Béraud ou Caillebotte qui sont les héritiers du réalisme. L'ouvrage montre donc comment ces sujets ont contribué à modifier le cours de l'histoire de la peinture en transformant les genres et en les réévaluant de manière subversive pour en tirer une nouvelle peinture d'histoire du temps présent. Cette histoire, elle se joue d'abord en France, puisque le réalisme s'y est tôt développé, et parce que des artistes européens et états-uniens sont venus s'y former. Puis elle se poursuit grâce à eux à l'échelle internationale, avec le rayonnement de cette esthétique en Belgique, en Allemagne, dans les pays scandinaves, en Russie aussi, et jusqu'aux États-Unis, grâce à des peintres comme Charles de Groux, Wilhelm Leibl, Peter Kreuer, Ilya Repin, Thomas Eakins ou Winslow Homer. On peut donc se demander si le peintre naturaliste Jean-François Raffaelli, dans ses promenades d'un artiste au musée du Louvre, avait raison d'écrire en 1908 « Le réalisme fut un mot énorme et faux comme un rocher de théâtre ».